On n'est pas sorti des rangs, c'est la galère. Salut à tous, toujours aussi heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de On n'est pas sorti des ronces sur Radio Alliance et Rage. Aujourd'hui, on va parler pollution de l'air et mobilité. On avait déjà un peu introduit le sujet de la pollution de l'air dans l'épisode 3 avec Lila, que je vous invite à aller écouter si ce n'est pas encore le cas sur le site de Radio Alliance ou sur la page de Spotify ou Deezer de l'émission. On avait alors axé l'entretien sur ce lien entre donc la pollution et la santé, puis l'agriculture et la santé. Aujourd'hui, on va essayer d'un peu plus se baser sur la pollution en milieu urbain, les axes d'amélioration et surtout évoquer l'important levier d'action que représente la mobilité. Pour cela, je vais accueillir deux invités, Sarah qui est chargée de mission mobilité dans une commune et Romain chargé de mission qualité de l'air dans une métropole. Donc salut à vous deux et ravi de vous avoir avec moi pour parler de ces sujets ensemble. Salut Bonjour. Jordan, merci beaucoup. Du coup, je suis super content de vous retrouver ici. Je vais vous poser donc les questions classiques que je pose à chaque fois. Je vais vous laisser un peu vous présenter. Voilà, vous pouvez me dire donc qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Je t'en prie Sarah, vas-y. Alors, je m'appelle Sarah, j'ai 25 ans. Mon travail actuel, donc je suis chargée de mission mobilité dans une commune d'environ 11 000 habitants. C'est une commune qui est membre d'une métropole. Et voilà. Alors moi je m'appelle Romain, je viens de Montpellier. J'ai 27 ans et je travaille donc en tant que chargé de mission qualité de l'air dans une métropole de la région Occitanie. Et voilà, au niveau... Est-ce que je te raconte un peu mon parcours Oui, si tu veux. Ouais. Donc j'ai fait une licence en géographie et aménagement avec Sarah d'ailleurs, on a fait la même licence à Montpellier. Et on a fait aussi un master transport mobilité réseau. Donc on s'est tous les deux spécialisés dans le secteur des transports. Et après, donc j'ai travaillé directement dans la thématique des mobilités en région parisienne. Et je me suis spécialisé petit à petit au fur et à mesure de mes travaux dans les thématiques de la qualité de l'air, où je suis aujourd'hui arrivé autant que chargé de mission qualité de l'air dans une métropole de la région. Ok, du coup on va enchaîner sur ce thème-là. Donc on va traiter dans un premier temps la pollution de l'air, puis ensuite plus précisément la mobilité. Du coup je vais te poser quelques questions, Romain, sur le sujet de la pollution de l'air. Donc j'ai envie de te poser tout simplement, qu'est-ce qui pollue notre air en milieu urbain actuellement ? Alors, ça c'est... il n'y aura pas de réponse facile. Ce que je voudrais faire déjà pour commencer, c'est de définir déjà ce qu'est l'air et comment il peut être pollué et par quoi. Donc l'air, c'est composé à 78% d'azote et à 21% d'oxygène et puis 1% d'autres gaz. Donc ça déjà, c'est l'état de l'air quand il est sain et puis naturel. Souvent, il va être pollué par de nombreuses activités humaines, un peu aussi par des processus naturels, mais ça va être vraiment nous ce qui va nous poser question aujourd'hui. C'est vraiment la pollution atmosphérique issue des activités humaines. Et notamment dans les zones urbaines, parce que ça concerne beaucoup de gens. Et il y a beaucoup d'activités diverses, donc comme les transports, le résidentiel, donc c'est-à-dire le chauffage qui peut émettre des polluants. Il y a également donc le secteur agricole, il y a le secteur industriel qui sont beaucoup émetteurs. Dans la collectivité où je travaille, nous on a une grosse problématique au niveau de la mobilité. Donc on va dire que c'est ça qui est vraiment l'une des principales causes de la pollution au niveau local chez nous. Et c'est un profil qui se retrouve dans l'ensemble des grandes métropoles françaises, on dirait. Et donc voilà. Et donc en fait, on va avoir une zone urbaine qui va être polluée par plein d'activités et donc par plein de polluants. Il y en a certains qui sont réglementés. Tu vas avoir le dioxyde d'azote qui est émis principalement par le secteur du transport. Donc ça, Lila l'avait très bien expliqué la dernière fois. Donc je vais pas trop m'attarder dessus, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de polluants différents. Et moi, dans mon travail, on travaille sur les polluants qui sont réglementés, mais on sait qu'il y en a beaucoup plus. Il y en a où il n'y a pas de réglementation. Et en fait, on ne sait pas du tout combien il y en a dans l'air et on ne sait pas combien ils sont émis. Donc ça, c'est une vraie problématique aujourd'hui. Et j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, la prise de conscience de la problématique de la pollution atmosphérique dans les zones urbaines, elle est en train de monter de manière exponentielle. C'est-à-dire que les pouvoirs publics se rendent compte qu'on a vraiment un souci. Et en fait, c'est un sujet qui vraiment est très sensible, parce que ça touche à la santé des gens.
et ça touche à l'activité de la ville. Et ça touche à peu près toutes les thématiques qu'on peut avoir dans l'activité d'une collectivité finalement. Et voilà en gros, on va dire, ce qui peut polluer notre air en milieu urbain. Ça va être transport, donc résidentiel, industrie et agricole. Et du coup, comment on mesure la qualité de notre air d'un point de vue un peu technique ou enfin déjà qui mesure et comment on mesure? Alors ça pareil du coup, ça dépend où tu te trouves selon les régions. Donc la mesure de la qualité de l'air, elle est pilotée par le ministère de la Transition écologique via le dispositif national de surveillance de la qualité de l'air et donc qui lui pilote donc tout un dispositif. Je vais pas vous passer les détails, mais en gros, dans ce dispositif, il va y avoir des associations qui surveillent la qualité de l'air dans chaque région. Et donc nous, en Occitanie, c'est Atmo Occitanie qui surveille la qualité de l'air. Donc eux, ils ont une mission qui est réglementaire. Ils ont l'obligation de surveiller la qualité de l'air quotidiennement et de faire une prévision à J+1, donc pour le lendemain. Donc ça, c'est la surveillance. Mais alors la surveillance, elle repose sur des stations fixes. Donc dans la métropole où je travaille, il y a 5 stations fixes qui mesurent différents polluants. Il y a de la modélisation qui comprend ces différentes mesures. Et il y a un inventaire des émissions. Et tout ça, en fait, avec ces trois méthodes, ils arrivent à évaluer la qualité de notre air au niveau local. Et ils utilisent différentes méthodes. Donc, tu as les stations, c'est vraiment des laboratoires, c'est un peu des grosses caisses que tu peux retrouver en ville. Et tu as les tubes passifs aussi. Tu as la montée des microcapteurs aussi. Tu as plein de méthodes aujourd'hui. Il y a vraiment une ébullition pour savoir comment on peut mesurer au mieux la qualité de l'air. Mais on va dire que la base réglementaire, c'est sur ces 5 grosses stations. Et avec ça, ils font des modélisations et puis un inventaire des émissions. C'est-à-dire qu'ils vont voir chaque secteur en disant, voilà, au niveau du transport, combien il y a de trafic, combien il y a d'activité économique. Avec ça, ils arrivent à calculer les émissions d'un territoire. Bah, surtout que la méthodologie a dû évoluer avec le temps au fur et à mesure que la problématique a fait que grandir depuis des années. Alors, justement, je dirais qu'aujourd'hui, on a un peu une période de transition, c'est-à-dire qu'il y avait ces stations fixes qui sont là depuis des années, et en fait, on se rend compte que les pouvoirs publics, aujourd'hui, veulent aller plus loin, parce que on se rend compte que les mesures, 5 stations, c'est pas assez, et la modélisation, il y a trop de biais, et finalement, on n'arrive pas à avoir des détails précis sur la situation par exemple, je sais pas, d'une école ou d'un établissement sensible. Sur ça, on n'est pas capable de définir vraiment quelle est la qualité de l'air autour de ce bâtiment. Donc en fait, on est dans une transition où aujourd'hui, il y a des acteurs qui se positionnent sur des microcapteurs. C'est une solution qui est beaucoup moins chère et qui est, beaucoup plus flexible. Là, on a chacun son capteur dans la poche et puis on est capable d'avoir la qualité de l'air exactement où on se trouve. Sauf que ça a beaucoup de biais méthodologiques. Au niveau scientifique, c'est encore en expérimentation. Et il y a tout cet enjeu. En fait, on a l'ancienne méthode un peu plus lourde et des nouveaux acteurs qui proposent on va dire des solutions un peu sexy. Et donc aujourd'hui, voilà, c'est vraiment une grosse transition. Et donc, on voudrait moderniser, on voudrait aller plus loin, mais il y a quand même, voilà, il y a encore des réserves et finalement, c'est pas encore adapté aux besoins justement, aux besoins grandissants. Et en fait, le système de mesure est encore un peu trop ancien et pas assez complet, quoi. Attends, la technologie augmente toujours au fur et à mesure des besoins. Là, on parlait d'un état des lieux. Faudrait donc parler un peu des solutions. Comment on améliore tout simplement la qualité de notre air en milieu urbain? Alors justement, on va l'aborder, je pense, tout au long de cette interview. Mais donc, comme quand je t'ai dit les causes, du coup, finalement, forcément, il faut travailler sur ces thématiques-là. Donc ça, Sarah pourra nous en parler un peu plus tout à l'heure. Mais au niveau des mobilités, bien sûr, c'est de réduire l'utilisation de véhicules donc carbonés, c'est-à-dire donc essence et diesel. Même si la voiture électrique, ça pose aussi d'autres questions parce que c'est une pollution qui est délocalisée. Mais bon, aujourd'hui, voilà. En tout cas, l'idée, c'est de réduire l'utilisation de la véhicule donc essence et diesel, de proposer des alternatives à l'usage du véhicule. Ça, c'est au niveau du transport. C'est vraiment une grosse action, quoi. Les collectivités se focalisent beaucoup dessus. Et donc, il faut réduire aussi donc, l'utilisation de cheminées, par exemple, à foyer ouvert. Ça, c'est un gros émetteur de particules fines. Donc, d'avoir des appareils de chauffage qui sont labellisés et modernes. Tu vas avoir aussi donc, de l'agriculture biologique, d'éviter les produits phytosanitaires, et une industrie qui fait vraiment attention aux émissions qu'elle rejette. C'est-à-dire qui modernise ses processus de fabrication, de transformation de matériaux et de matières premières. Donc on va dire que c'est vraiment ces thématiques-là qui sont des gros leviers pour améliorer la qualité de l'air. Et bien sûr, il y a l'action individuelle aussi, où chacun peut faire un peu... en consommant différemment, en se déplaçant un peu différemment. Donc il y a vraiment l'action des entreprises, des acteurs locaux, des politiques, et puis ton action individuelle qui peut aussi permettre d'améliorer la qualité de l'air.
Ok. On va parler un peu des acteurs qui, on va dire, animent cette volonté d'améliorer la qualité de notre air urbain. Ouais. J'ai pu voir, par exemple, à Paris, que l'Agence parisienne du climat, qui est plutôt une association, participait au fait de la rénovation du bâti pour améliorer exactement, voilà, comme tu disais, aussi la qualité de l'air. J'ai vu que des fois c'était des assos, des fois c'était du public. Du coup, quels sont les acteurs qui sont associés à cette démarche et peut-être nous présenter aussi quelques outils qui ont été mis en place pour l'accompagner. Alors les acteurs, j'ai envie de partir de la base. La réglementation, déjà c'est l'Union européenne qui fixe les niveaux de concentration à ne pas dépasser. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, la base des règles du jeu, quoi. Et ces normes sont répliquées reprises au niveau national. Et donc ça, c'est le contexte réglementaire. Au niveau des concentrations. Au niveau des émissions, pareil, c'est l'Union européenne qui fixe des objectifs de réduction des émissions à chaque pays. Et en fait, donc, la France a les objectifs qu'elle doit respecter, qu'elle doit faire appliquer dans ses documents de planification. Donc, ça va jusqu'au niveau local. Donc ça, c'est un peu les acteurs institutionnels. Institutionnels, ouais, j'ai eu un doute. Et donc voilà, tu as vraiment l'Union européenne, l'État, et puis après, tu vas voir donc les régions aussi, les départements, mais beaucoup les collectivités locales, dont les métropoles, et puis les intercommunalités, les communes. Donc moi, pour mon cas, c'est les intercommunalités. Et puis là, pour moi, c'est vraiment un gros acteur parce qu'en fait, il a la main sur le secteur du transport en proposant une offre de transport en commun efficace, en proposant des aides à la rénovation énergétique. En fait, il y a vraiment un gros enjeu au niveau des collectivités locales. Donc je dirais que c'est quand même des gros acteurs qui sont accompagnés, du coup, par les associations de surveillance de la qualité de l'air, comme Atmo Occitanie, ou alors les CPUAPE, dont fait partie Lila, qui a intervenu dans ta précédente émission. Et donc eux en fait, tous ces acteurs-là jouent un rôle aussi d'animation. Il y a vraiment tout un écosystème avec l'ADEME, qui est l'Agence nationale de l'environnement, il y a l'ARS, il y a Santé publique France, il y a vraiment beaucoup d'acteurs qui se rejoignent. D'ailleurs, on a beaucoup de réunions, de groupes, de réseaux en commun, et on essaie de réfléchir à déjà vulgariser la qualité de l'air, parce qu'il y a beaucoup de confusion et de vulgarisation, et puis de trouver des objectifs communs et des actions qu'on puisse mettre en place au niveau, à toutes les échelles, quoi. Donc, je dirais, voilà, pour être court, je sais pas si c'était très clair, mais en tout cas, voilà, c'est un peu les acteurs que j'identifie là qui me viennent en tête. Principaux. Mais du coup, on se retrouve pas avec des acteurs qui ont tendance à se marcher dessus. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai connaissance des différents plans, donc par exemple les PCAET, les différents plans qui sont faits au niveau d'aménagement, qui vont avoir des portées au niveau de la pollution de l'air, ou les différents acteurs, ou les différentes, tout simplement, compétences qu'il y a entre les, par exemple, collectivités. Donc, on se retrouve avec les compétences départementales, intercommunales. Il n'y a pas des problèmes liés tout simplement au fait qu'il y a autant d'acteurs pour un seul objectif? Si, tout à fait. Mais ça, j'ai envie de te dire que c'est une problématique qui est générale, qui est un peu globale, j'ai l'impression, sur toutes les thématiques, un peu, que ce soit la mobilité, que ce soit l'énergie, que ce soit, je sais pas. C'est le millefeuille administratif un peu français qui fait qu'en fait, on a chacun des missions, mais on se rend compte que notre voisin, mais il fait un peu aussi ça. Et en fait, des fois ça marche bien, mais des fois ça marche moins bien. Et donc nous, on doit faire par exemple nos plans de planification au niveau de la métropole. Et par exemple, il y a l'ADREAL, qui est le représentant de l'État au niveau local, qui établit aussi un plan de protection de l'atmosphère. Okay. Donc en fait, alors c'est articulé bien sûr, mais des fois, c'est dur de savoir qui doit exactement faire quoi. Et c'est pour ça qu'il y a un gros enjeu de se rencontrer et d'avoir une action commune, parce que c'est vrai que finalement, sinon, on ne sait plus, même entre les communes et... donc Sarah qui travaille dans une commune justement de la métropole où je travaille, on voit que des fois, les compétences, c'est pas si clair que ça. C'est un peu qui prend la compétence des fois. Il y en a un qui est plus actif, donc il le fait. Mais donc effectivement, ça peut être assez dur et ça peut être un frein à l'action pour l'amélioration de la qualité de l'air, effectivement. Et en plus, de toute façon, il y a une vraie volonté quand même de l'État de réduire ce millefeuille administratif. Donc on verra comment ça va s'améliorer. Je te propose de faire une petite pause musique et ensuite on se retrouve tous les trois pour parler mobilité, plus précisément en tout cas, voilà, qui est l'axe d'amélioration principal concernant la pollution de l'air. Du coup, on se retrouve dans quelques minutes. Ça marche. À de suite.
Nous revoilà sur Radio Alliance Plus, c'est Rage avec mes deux invités du jour, Sarah et Romain. Du coup, je disais qu'on allait attaquer du coup le volet de la mobilité en milieu urbain. Donc, avant d'attaquer ce volet-là, Romain, je vais te faire commenter un petit passage de la présentation de la loi climat et résilience la vidéo, je crois qu'elle date du 25 avril 2021. Du coup, c'est une intervention donc de la ministre de l'écologie Barbara Pompili. Du coup, tu voulais que je te fasse donc écouter ça et que tu puisses commenter. Donc, on se retrouve juste après cet extrait. Le problème en France, c'est que chaque année, 40 000 personnes meurent à cause de la pollution de l'air. On connaît la source de cette pollution, ce sont les oxydes d'azote qui sont émis par la circulation automobile. Et avec le projet de loi climat et résilience, on s'attaque enfin sérieusement au problème en créant des zones à faible émission dans toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants. Ça veut dire que concrètement dans ces villes, dans ces agglomérations, il existera des limitations pour réduire la circulation des véhicules les plus polluants. Dans le même temps, on mettra en place des voies réservées au covoiturage, des parkings relais et des bornes de recharge pour encourager les modes de transport plus respectueux de l'environnement. À côté de ça, on accompagne massivement tous ceux qui veulent changer de voiture pour un modèle moins polluant. Par exemple, si vous êtes un ménage modeste et que vous habitez dans une ZFE, vous pourrez recevoir jusqu'à 14 000 € d'aide. Et ces mesures, elles sont efficaces. D'après les estimations, d'ici 4 ans, les émissions auront baissé de 40% dans une ville comme Paris. Du coup, Romain, pourquoi tu as choisi ce passage ? Alors, j'ai choisi ce passage parce qu'il y a donc l'intervention de Barbara Pompili, elle est intéressante, mais en fait, elle commence son introduction avec une erreur qui est vachement commune et qui montre un peu la confusion qu'il y a autour des thématiques de la qualité de l'air. C'est notamment quand elle dit donc la pollution de l'air est coupable de 40 000 décès par an en France, 40 000 décès prématurés. Donc en fait, elle se réfère à une étude de Santé publique France qui a été publiée récemment et qui donne le nombre de décès donc annuels pour les particules fines inférieures à 2,5 micromètres. Et donc ça, donc c'est un polluant. Et en fait, elle a, directement après qu'elle ait dit donc il y a 40 000 décès par an, elle dit donc on connaît les coupables, ce sont les oxydes d'azote qui sont eux émis par les transports principalement. Donc les particules, c'est aussi le transport, mais c'est les autres secteurs aussi. Et en fait, c'est qu'elle fait un mélange. Elle prend donc un chiffre où il y a eu donc une étude sur un polluant, et puis elle attribue ce chiffre à un autre polluant qui est complètement différent. Et je trouve que c'est pas très grave en soi parce que le fond du discours est bien, mais je trouve que ça montre un peu les confusions qu'il y a du coup autour de la qualité de l'air. Et de se dire que voilà, dans une vidéo du ministère de la Transition écologique, c'est quand même assez cocasse qu'il y ait cette erreur. Voilà. Pour moi, ça fait écho à ce que tu disais tout à l'heure, qu'il faut, je pense, un vrai travail de vulgarisation et de sensibilisation sur la thématique pour avoir une meilleure lecture de ce sujet-là. Donc, on va partir sur le volet de la mobilité. Donc, j'ai envie de poser cette question. Donc, voilà, soit Sarah, soit Romain, je vous laisserai donc y répondre. Déjà, de quoi parlons-nous avec le terme mobilité ? Alors, déjà, peut-être ce qu'on peut dire sur le terme de mobilité, c'est que c'est un terme qui est apparu plutôt récemment. Enfin, j'ai l'impression qu'on parlait beaucoup plus de transport avant. Maintenant, on parle de la mobilité, on parle même des mobilités. Et c'est assez révélateur parce que, pour moi, la mobilité, ça comprend pas mal la voiture. C'est-à-dire, voilà, c'est un peu entendu, c'est un peu évident qu'on va circuler en voiture. Et maintenant qu'on parle des mobilités, ça laisse entendre qu'on utilise plusieurs modes de transport, ce qui n'était pas trop qui était moins le cas avant. Hein. On parle des années 70-80, la démocratisation de la voiture individuelle, la voiture comme un symbole de liberté. Donc voilà, pour moi c'est assez révélateur. Donc la mobilité, il y a plusieurs mobilités. On parle de mobilité des flux de marchandises, par exemple. Ça, on n'en parle pas forcément le plus, mais c'est aussi un aspect important de la mobilité. Et bien sûr, on parle des mobilités de voyageurs, hein, la mobilité des flux humains. Et aussi, ce qu'on peut dire sur le terme des mobilités, que je trouve intéressant, c'est l'apparition de tout un vocabulaire. On parle de mobilité douce, mobilité active, mobilité verte. Voilà, on entend ces termes de plus en plus et je trouve ça assez intéressant.
Ça, par exemple, la mobilité, là souvent moi j'entends mobilité durable ou des choses comme ça, ça Oui. veut dire quoi? C'est des termes par exemple comme le vélo, c'est pour associer. Alors, mobilité durable, on entend, ce terme-là, souvent, il veut dire qu'il y a une notion écologique, durable, c'est-à-dire qui ne porte pas atteinte à l'environnement, qui soit plus écologique. Mais je pense que c'est un peu des termes qui peuvent être un peu fourre-tout parfois. Et Ouais. des fois, on dit douce ou durable, mais c'est pas la même chose. Active, c'est encore autre chose. Donc, il y a C'est quoi la mobilité douce? mobilité douce, ça peut rejoindre plutôt ce qui est durable. Ouais. Par exemple, les modes doux de déplacement, ça peut être le vélo, ça peut être la marche. Ok. Mais certains parlent de transport en commun quand on parle des modes doux. C'est ça. Et Ok. les mobilités actives, par contre, ça va être que la marche ou le vélo, ou tout ce qui fait travailler le corps. Ok, on aime bien choisir plein de vocabulaire pour Tout à utiliser fait. les choses. On aime bien se compliquer la vie. Et pourquoi la mobilité, c'est voilà, tout simplement pourquoi c'est une des sources principales de la pollution de l'air. T'as déjà évoqué un petit peu ça tout à l'heure, mais pourquoi en fait c'est quoi le principal problème? Le principal problème de la mobilité, comment elle est aujourd'hui, Actuelle, ouais, la mobilité actuelle, ce sont les moteurs, donc les types de carburant en fait, donc essence ou diesel, et c'est cette combustion qui émet de nombreux polluants. En fait, on parlait tout à l'heure donc de dioxyde d'azote ou de particules, donc ça il y a le benzène aussi, il y a des polluants qui sont surveillés. Mais en fait, c'est un cocktail de particules et ça émet toutes sortes de polluants. Et c'est vraiment c'est ça la problématique finalement de la voiture ou alors même des camions, enfin qui fonctionnent au diesel et à l'essence, et ça pollue énormément. Et je dirais que c'est ce qui est vraiment visible en ville. Parce qu'on peut faire le lien avec la santé environnementale dans le sens où plusieurs thématiques en ville, on est un peu agressé par différentes activités, et je trouve que le transport, c'est vraiment ce qui est visible. Quand on voit les voitures, donc déjà il y a les klaxons, il y a le fait qu'on puisse pas se déplacer facilement à pied, et puis l'odeur aussi. Enfin, c'est vraiment un marqueur, je trouve que quand on parle de pollution, on voit soit l'industrie, la cheminée avec la fumée, ou alors le véhicule avec son pot d'échappement qui émet une fumée noire, quoi. C'est vraiment quelque chose déjà de visible et qui est... Clairement, le côté sonore, c'est une problématique dont on parle de plus en plus. Je sais qu'on dit même lié à la biodiversité des centres-villes, c'est une énorme problématique, Oui. sans parler des problématiques liées aux riverains, etc. Donc oui, c'est clair que souvent, on a tendance à tout concentrer sur les émissions de polluants, mais c'est pas que ça. C'est pour ça que... je me permets juste Oui, bien sûr. de rebondir sur ça, parce que c'est pour ça que je parle de santé environnementale, où en fait, faut prendre en compte... Donc moi, je travaille sur la qualité de l'air, mais effectivement, il faut prendre en compte le bruit, faut prendre en compte aussi la sécurité. C'est pour ça qu'il y a une mesure qui a été faite donc au niveau de ma métropole récemment, donc le passage, et dans plein de métropoles d'ailleurs, le passage à 30 km/h, qui n'est pas forcément bon en soi pour la qualité de l'air, parce qu'on émet plus à des vitesses basses, mais ça va participer donc à la sécurisation de la ville. Et donc on voit que tout est imbriqué, qu'on ne peut pas avoir juste une thématique toute seule. En fait, il faut vraiment la regrouper avec les autres thématiques. Ok. Mais outre la raison qu'est la pollution de l'air, pourquoi faut-il agir sur la mobilité en milieu urbain? Alors, Romain a déjà cité quelques-unes des raisons. En parlant de la sécurité, premièrement, c'est un aspect qui est souvent mis en avant parce que il y a des études qui montrent très clairement que la mobilité, agir par exemple sur la vitesse de circulation en réduisant la vitesse à 30 km/h en termes d'accidents, ça a quand même un vrai impact. C'est-à-dire qu'on a moins d'accidents graves sur une vitesse à 30 km/h qu'une vitesse à 50 km/h. Il y a beaucoup de critères, beaucoup d'aspects. On peut citer l'aspect économique, c'est-à-dire que souvent on ne se rend pas compte que utiliser sa voiture individuellement a un coût très important, que ce soit en termes d'essence, en termes de coût de la voiture, d'entretien. Par exemple, si on prend l'exemple du vélo, ça a quand même un coût beaucoup moins important. Un aspect qu'on peut citer aussi, c'est le bien-être. Là encore une fois, je prends l'exemple du vélo. Mais on parle souvent, le fait de faire son trajet domicile-travail à vélo, ça a beaucoup d'effets sur le bien-être physique, sur le bien-être mental, sur le fait de ne pas être derrière son volant à crier sur les autres automobilistes coincés dans les bouchons. Voilà, on peut en parler aussi. Il y a plusieurs aspects qui vont dans ce sens-là et qui je pense, montrent à quel point il est important de favoriser d'autres types de mobilité. Et on voit bien qu'on est en train de basculer de plus en plus vers ça.
Et je vais rebondir sur ce que tu disais, parce que tu en as cité pas mal déjà avec le vélo par exemple. C'est quoi les alternatives qu'il y a actuellement à notre mobilité actuelle? C'est-à-dire notre mobilité actuelle, c'est bien sûr toujours quand même la voiture. C'est pas toutes les villes qui sont piétonnisées. Du coup, c'est quoi les alternatives? Si tu peux m'en citer quelques-unes, et tout simplement pourquoi on se retrouve parfois avec une ville qui va viser sur certains objectifs et une ville qui va aller sur d'autres. Et ça m'a toujours attiré ma curiosité. Oui, alors c'est très intéressant comme question. Alors comme alternative à la voiture, en fait je pense qu'il faut aussi avoir l'angle de vue de qu'est-ce qui est faisable. C'est-à-dire, si on parle des trajets domicile-travail, quelqu'un qui habite à 40 km de son lieu de travail, ça va être difficile de lui dire allez à vélo à votre travail. C'est même très compliqué. Donc en fait, je pense que dans une échelle, par exemple si on regarde dans les 5 km entre le domicile et le lieu de travail, il y a beaucoup de personnes qui vont quand même utiliser leur voiture. Alors que clairement, le vélo, par exemple, les transports en commun peuvent clairement être des alternatives désirables. C'est un mot qu'on entend de plus en plus, mais je le trouve assez intéressant parce que il y a vraiment un côté désirable, je trouve, et qui peut plaire en fait dans l'alternative à la voiture. Et donc voilà, donc il y a différentes alternatives. Donc pour les citer, on peut parler des transports en commun, on peut parler de la marche à pied, on peut parler du vélo, on peut parler du vélo électrique que l'on voit de plus en plus, on peut parler de l'autopartage, on peut parler du covoiturage, on peut parler de tous les transports ferroviaires. Il peut aussi y avoir le train. Voilà, il y a globalement. Et donc dans ces objectifs donc de transition, c'est-à-dire de passer de la voiture à toutes ces différentes mobilités, comment agissent les politiques publiques et entreprises par exemple? Parce que je sais par exemple qu'il y a des entreprises qui ont qui ont des dispositifs pour participer avec les politiques publiques à cet objectif de transition. Complètement. Alors les politiques publiques, on a effectivement le gouvernement qui met en place à travers différentes lois. Donc on a la loi d'orientation des mobilités qui a été promulguée en 2019, qui avait pas mal de directives qui vont dans ce sens-là. Donc effectivement, les entreprises sont fortement incitées à mettre en place des plans de mobilité employeurs. Donc des plans de mobilité employeurs, grosso modo, c'est tout un tas d'actions qui vont aller dans le sens de trouver des alternatives pour les employés, pour qu'ils puissent venir sur le travail par d'autres moyens que leur voiture. Donc ça, c'est un exemple de politique publique qui peut aller dans ce sens-là. Et pour revenir sur la question d'avant, parce que j'ai pas tout à fait répondu, mais c'est vrai qu'on voit certaines collectivités, certaines villes qui ne vont pas du tout dans le même sens. Et je pense que c'est clairement lié à la politique de la ville, dans le sens où certaines villes ont envie de prioriser une mobilité plus douce. Par exemple, on a beaucoup entendu parler de Grenoble à l'époque où ils ont passé toute la ville à 30 km/h. Les automobilistes étaient très mécontents. Voilà, mais c'était un choix politique. Et voilà, donc je pense que c'est un parti pris. C'est un parti pris, mais on voit de plus en plus des villes qui vont dans le sens de laisser moins de place à la voiture individuelle et plus de place aux transports en commun et aux mobilités douces. Donc voilà. Mais je vais rebondir sur ce que tu dis sur les limites, parce que bien sûr tout dépend de la politique mise en place par la commune en question. Par exemple, la maire de Paris, Madame Hidalgo, du coup a lancé quand même on va dire vraiment un grand dispositif lié à la mobilité. On a parlé, je crois par exemple des limitations à 30 km/h, la piétonisation des berges, si je dis pas de bêtises. Vous m'excuserez en tout cas les auditeurs si j'en dis une, mais en tout cas elle a lancé pas mal de choses. Il y a une opposition qui est juste énorme, bien qu'elle soit élue quand même toujours avec une grande majorité des Parisiens. Il y a quand même une grande opposition. On parle d'autoritarisme, d'incompétence, voilà, des mots quand même très forts. Comment on fait face à cette opposition? Alors, je pense que Comment on fait accepter au mieux, en tout cas, ce type de changement-là, quoi? Alors, je pense que c'est pas évident, mais moi, je pense que c'est clairement une question de temporalité. Dans le sens où pour moi chaque grand changement passe par une période de doute, par une période de revendication importante, mais c'est une étape nécessaire. Mais dans 15 ans on se dira pourquoi est-ce qu'on n'y a pas pensé plus tôt et pourquoi est-ce que ça n'a pas été fait avant? Il y a un exemple que j'aime bien, que j'ai souvent entendu, c'est quand Georges Frêche a voulu piétoniser tout le centre-ville de Montpellier. Les gens lui ont dit mais il est complètement fou,
Et maintenant, on trouve ça génial. C'est un modèle, hein, clairement. Voilà. Dans le centre-ville de Montpellier, c'est un modèle. C'est ça, c'est un des plus grands centres piétonniers d'Europe. Donc, je pense que chaque grand changement se passe par une phase de transition qui est compliquée. Et il y a un autre exemple que j'aimerais bien citer à ce sujet-là, c'est les Pays-Bas. Parce que les Pays-Bas, c'est un pays qui est exemplaire sur le vélo, sur toutes les pistes cyclables, enfin le réseau cyclable qui a été mis en place qui est assez faramineux. Et j'entends souvent dire, on a l'impression que ça a toujours été comme ça. Et en fait, ça n'a pas toujours été comme ça. Et il y a 50, 60 ans, les Pays-Bas, c'était le tout voiture. Et il y a eu un changement, c'est une petite fille de 6 ans qui s'est fait tuer par une voiture, par un automobiliste. Et en fait, le papa de cette fille était un grand journaliste. Et le lendemain, il a fait une de journal où il disait comment est-ce qu'on peut laisser nos enfants mourir. Et à partir de là, les gens se sont rués dans la rue, il y a eu des manifestations. Et en fait, c'est là que s'est enclenchée la politique cyclable. Et maintenant, on en est là où on est 50 ans plus tard. Ok, bon, en tout cas, merci beaucoup Sarah. On va basculer maintenant plus sur vos métiers. Vous avez tout à l'heure présenté en tout cas l'intitulé de vos postes. On va rentrer un peu plus dans le détail. Tout à l'heure vous disiez que vous travaillez à peu près dans le même rayon géographique, tous les deux. Déjà, j'ai envie tout simplement de vous demander en quoi consistent vos métiers, on va dire réellement, et en quoi ils sont complémentaires. Alors, du coup, donc c'est toujours difficile de décrire ces métiers-là parce que c'est en tout cas, pour chargé de mission qualité de l'air, c'est un peu nouveau, j'ai l'impression. Avant, il n'y avait pas forcément de chargé de mission qualité de l'air, donc c'est un peu en train de se créer. Mais en gros, j'ai envie de dire que le premier objectif que j'ai, c'est un peu d'acculturer déjà les politiques et les techniciens aux thématiques de la qualité de l'air. Donc, comme je disais, il y a beaucoup de confusion. Donc, en fait, il y a un besoin d'avoir beaucoup d'explications, de reporting un peu de ce qui se fait, d'expliquer les choses. Tu peux rappeler rapidement l'intitulé, ça te dérange pas? Alors, c'est chargé de mission qualité de l'air. Ok. Donc voilà, donc vraiment c'est cet objectif de sensibilisation et d'information sur les thématiques de la qualité de l'air. Et puis il va y avoir aussi le lien donc avec Atmo Occitanie pour ma part. Donc on doit travailler, on a une convention entre la métropole et cette association de surveillance, et il y a des projets donc qui sont inclus dans ce cadre-là, et il faut travailler avec eux en lien pour donc utiliser à bon escient finalement les données qu'ils nous offrent dans nos politiques publiques. Et donc ça, il y a tout un gros enjeu de travail en commun sur ce point-là. Et puis il y avoir aussi donc l'intégration des thématiques donc qualité de l'air dans les documents d'urbanisme. Donc là, tu vas avoir le plan de mobilité de la métropole qui vise à organiser les mobilités sur le territoire, le plan climat air énergie territorial qui lui inclut un plan de réduction des émissions de pollution atmosphérique. Donc là, il faut en gros, il faut inclure dans ce document, il faut prouver comment ce document permet de répondre aux objectifs qui sont fixés par l'Union européenne de réduction des émissions de polluants. Donc, c'est-à-dire qu'on doit proposer des actions qui nous permettent d'atteindre ces objectifs-là. Voilà, c'est ce que tu disais tout à l'heure un peu avec le millefeuille, c'est-à-dire qu'il y a des objectifs globaux, et vous, sur le terrain, vous devez arriver à les traduire sur des choses plus concrètes, quoi. Parce que ça descend directement, quoi. Ouais. C'est l'Union européenne l'État, il a des objectifs, et en fait, nous, on a exactement les mêmes. Il n'y a pas d'adaptation territoriale. Ouais. En fait, on a les mêmes pourcentages de réduction, peu importe ton profil de base et puis d'origine. Donc c'est un peu fastidieux, mais bon, en tout cas, c'est ça. Et voilà. Et je dirais que là, je continue ce que disait Sarah tout à l'heure, qui était vachement intéressant, pour agir donc sur les mobilités, comment on fait accepter aux gens finalement de changer de comportement, d'adopter une politique de mobilité plus vertueuse pour l'environnement. Il y a la question de la sensibilisation, et je pense qu'il faut leur faire comprendre pourquoi on fait tout ça. Et c'est pas pour les embêter, quoi. C'est pas pour leur dire en fait arrêtez de prendre votre voiture juste pour les embêter. C'est qu'il y a vraiment une raison derrière. Donc il y a la sécurité qui a été citée, et puis la qualité de l'air. Donc il y a aussi cet enjeu, là je reviens sur la sensibilisation grand public, et ça c'est une facette de mon poste où on va créer des documents de communication pour faire comprendre aux gens qu'il y a vraiment un enjeu et qu'en fait tout ça ne se fait pas pour rien. Et là je fais notamment référence à la zone à faible émission qui va impacter beaucoup de gens en France et dans les grandes métropoles, et qui est problématique sur certains points, mais qui est un peu qui s'explique par le fait qu'en fait il faut réduire les émissions, les concentrations de pollution atmosphérique, et si on veut que ce genre de mesures soit acceptées, alors déjà il faut accompagner, ne pas laisser les personnes les plus précarisées donc sur la touche, quoi, et puis leur expliquer aussi pourquoi on le fait. Il faut vraiment que les gens prennent conscience c'est vraiment pour un niveau sanitaire, quoi. C'est vraiment pas pour les embêter, il y a des gros enjeux derrière.
Ok. Bah, c'est vrai que souvent, après, ce qui est dur des fois, parfois un peu compliqué de faire accepter, c'est surtout que, par exemple, pour la problématique de la voiture, c'est qu'il y a certaines communes qui vont bien sûr dire aux gens d'utiliser peut-être plus des transports en commun, plus leur vélo, mais en fait, il y a peut-être pas assez encore les services, suffisamment de services accessibles pour l'individu pour vraiment facilement se passer de la voiture. Mais c'est pour ça qu'il y a un travail à la fois en termes de, il faut que la mairie propose des choses et qu'il y ait une action de sensibilisation qui accompagne on va dire le service qui va être apporté aux citoyens. Et toi, Sarah, du coup, ton poste, du coup, est un peu complémentaire à celui de Romain ? Oui, on peut dire ça. Je voulais simplement juste compléter sur quelque chose dont on vient de parler. Et c'est ce que tu viens de dire, Jordan, c'est l'opposition un petit peu entre rural et urbain, en fait. Hein. Parce que quand on est dans l'urbain, on a quand même plein de solutions possibles. On peut prendre le transport en commun, on peut prendre son vélo, on peut prendre sa voiture, on peut prendre... Voilà. Et quand on est dans un milieu plus rural, notre champ de possibilités, il est quand même beaucoup plus réduit. Et c'est une vraie question parce que, effectivement, je pense qu'il y a un manque énorme de dessertes en transport en commun. Et je pense que s'il y avait un axe sur lequel il faudrait vraiment mettre des moyens et travailler, ça serait celui-là. Et donc, pour faire le lien effectivement avec mon poste, donc moi, je suis chargée de mission mobilité dans une commune membre de la métropole de Montpellier. Donc moi, c'est un poste qui a été clairement identifié comme un besoin. C'est-à-dire que les questions de mobilité étaient pas vraiment traitées ou peu traitées, et ils ont décidé que c'était important d'avoir quelqu'un qui soit dédié à ces questions-là. Ce qui est important de dire, je pense quand même, c'est que en fait, la compétence mobilité n'est pas une compétence communale, c'est une compétence au niveau des intercommunalités. Donc c'est intéressant d'avoir un poste sur lequel c'est pas la compétence de la commune. Donc ça montre bien le lien très important avec l'intercommunalité, en l'occurrence la métropole, mais ça peut être aussi des agglomérations. Et ça montre bien en fait la nécessité d'être en lien constamment avec l'intercommunalité pour améliorer l'offre de transport en commun, pour améliorer l'offre de réseau cyclable par exemple. Et tout ça, ça se formule à travers un document qui auparavant s'appelait le plan de déplacement urbain, le PDU, maintenant ça s'appelle le plan de mobilité. Et voilà, sur la métropole, on a notamment le plan de mobilité 2030 qui est censé décrire les grandes orientations de mobilité sur le territoire des 31 communes. Oui, du coup, en fait, c'est vrai que tu te retrouves dans une situation où en fait, tu travailles pour une commune, mais en fait, en réalité, tu travailles pour l'intercommunalité, dans le sens où c'est elle qui a, on va dire, les leviers pour améliorer, ou en tout cas la mobilité sur l'ensemble du territoire, non ? On peut dire ça. En fait, c'est assez paradoxal, parce que en même temps, c'est travailler avec cette intercommunalité pour améliorer les choses, et en même temps, il y a une forme de défense d'intérêt de la commune. Ouais. Malheureusement, mais en fait, c'est un peu le cas. C'est-à-dire, il faut un peu défendre son pain, parce que on est forcément en communion, et on est on est tous ensemble. Voilà. Mais en même temps, il faut pouvoir défendre un petit peu son intérêt, quoi. Et je me permets de juste faire juste une anecdote qui montre que ça peut être le cas dans le sens inverse. J'ai travaillé dans une intercommunalité en région parisienne, donc en tant que chargé de mission déplacement. Donc là, j'étais pas vraiment sur la question de qualité de l'air, même si c'est lié, mais vraiment sur les déplacements. Et en fait, là, les compétences étaient plutôt à la commune. C'est-à-dire qu'en fait, selon les zones, hein, c'est pas pareil. Donc là, c'était la métropole du Grand Paris, donc je vais pas vous expliquer toute l'organisation, mais en gros, les communes avaient les compétences voirie. C'est-à-dire que c'était à elles de faire les aménagements cyclables, voilà, elles avaient vraiment plus de compétences que l'interco où je travaillais. Et du coup, ça peut être le cas inverse, finalement. Et donc là, c'était plus... Donc moi, j'avais le rôle de l'intercommunalité, d'aller justement chercher les communes et essayer d'organiser, harmoniser les actions entre elles. Donc on voit que des fois, ça peut être dans un sens et puis dans l'autre. Et c'est pas vraiment travailler pour ou contre, c'est un peu... c'est particulier, quoi. C'est vraiment du... l'interco va essayer d'harmoniser, puis la commune va essayer de profiter d'utiliser l'interco aussi pour valoriser ses actions, et puis en même temps, c'est vraiment un jeu d'un rapport de force qui est intéressant. Donc c'est complémentaire et c'est un peu concurrentiel aussi. Je comparerais ça même à l'Union européenne et puis les États. À chaque fois que tu as des organisations... Chacun a ses intérêts, parce que les territoires sont un peu différents. De toute façon, d'une commune à l'autre, ça change aussi. C'est ça. Donc, et en même temps, c'est nécessaire. Donc c'est assez particulier comme... Bon, le plus important, c'est qu'on arrive à être
qu'on arrive à être efficace. Avant de finir avec les questions plus personnelles, du coup là on va clôturer un peu le sujet, donc mobilité et pollution de l'air. Du coup je vous remercie quand même tous les deux sur toutes les précisions que vous avez apportées. On va faire une petite pause musique. On se retrouve dans quelques minutes pour les questions. Du coup les questions habituelles, plus perso. Allez, à de suite. Merci beaucoup. Nous revoilà sur Radio Alliance Plus, c'est Rage pour finir cet entretien avec mes deux invités, Sarah et Romain. Super musique house, hein. Merci Sarah, très bon choix. On va parler donc un peu des questions du coup qui vous concernent un peu plus. Est-ce que vous avez des habitudes écolo dans votre quotidien et pourquoi ? Alors, j'ai envie de te dire déjà que je pense qu'on peut pas trop faire ce genre de métier sans avoir un profil un peu écolo, enfin en tout cas agir même en tant que au niveau de la vie perso. Oui, enfin j'essaie en tout cas. Je dis pas que je suis parfait. Il y a beaucoup de paradoxes aussi. On peut pas non plus être parfait tout le temps, mais ça fait quand même depuis. Je
Je dirais depuis que j'ai fait mon bac en STG, marketing, que je me suis rendu compte de tous les problèmes qu'il y avait au niveau de la société de consommation, tout ça. Franchement, c'est vraiment au lycée que je me suis rendu compte qu'il y avait un problème. Et depuis, en fait, je dirais que voilà, ça fait déjà plus de 10 ans maintenant, que j'ai établi plus de comportements un peu plus vertueux pour l'environnement. Donc au niveau de l'alimentation, j'ai de manger bio, local, des habits, d'acheter de seconde main, donc essayer de moins prendre l'avion, ce qui est très dur quand on aime beaucoup voyager. Voilà, donc il y a pas mal d'actions que j'essaie de mettre en place. Pas encore parfait, j'essaie d'aller plus loin, mais ouais, il y en a quand même. J'essaie de faire un effort en tout cas, j'essaie d'être cohérent au minimum quand même. Et toi, Sarah, t'en es où? Alors déjà, pour connaître un peu Romain, c'est vrai qu'on peut dire que c'est une des personnes que je connais qui fait le plus d'efforts sur les trajets longue distance. Essayer de trouver des trajets en train qui mettent plus de 10 heures. Mais tout ça pour essayer de pas prendre l'avion, moi je trouve ça quand même bien. Je trouve que c'est une bonne initiative. De mon côté, c'est un peu pareil. J'essaye, et je n'y arrive pas toujours, mais j'essaye voilà, de consommer plus local, bio. Sur la mobilité, j'essaie quand même de faire pas mal d'efforts. C'est-à-dire que je me déplace quasiment uniquement en transport en commun, ou à vélo, ou à pied. C'est vrai que ça doit être embêtant quand on travaille dans la mobilité. Et ben pour tout te dire, les quelques fois où j'ai osé venir en voiture au boulot, je me suis pris des sacrés taquets. Donc effectivement, quand on fait ce métier, on a envie aussi de servir un peu d'exemple, enfin d'avoir la bonne image, quoi. Ça se comprend. Et du coup, est-ce que vous avez une œuvre à conseiller sur l'environnement ou autre? Oui. Alors déjà, j'ai envie de dire le film, donc c'est Demain et après-demain. C'est assez connu, hein, je pense que, enfin, en tout cas, c'est un film assez connu. Lila, je crois qu'elle a conseillé celui-là aussi. Elle a conseillé celui-là aussi. Bon, mais écoute, vous ne travaillez pas sur la même thématique pour rien. Ouais. Mais non, mais je trouvais ça cool comme film parce que ça parlait de solutions. Donc c'est ce qu'elle a dû dire, hein, j'imagine, mais de solutions plutôt que de problèmes. On est souvent dans le constat, et là, c'est vraiment la nature du film, d'ailleurs, de proposer des solutions et des projets qui marchent et de les montrer un peu autour du monde. Je trouvais ça super intéressant et c'est une bonne manière d'appréhender des fois ces questions qui sont un peu lourdes. Voilà, c'est assez positif. D'accord, merci Romain. Alors moi, l'œuvre que j'aimerais conseiller, c'est un film qui s'appelle Why We Cycle. En fait, l'anecdote dont je parlais tout à l'heure sur les Pays-Bas dans les années 70 par rapport à maintenant, ça vient de ce film-là. C'est un film qui dure à peu près 1 heure, mais qui est principalement composé d'images de personnes qui circulent à vélo dans Amsterdam et dans d'autres villes des Pays-Bas. Et ce qui est très appréciable dans ce film, c'est que ça donne beaucoup d'espoir sur le fait que c'est possible d'arriver à un modèle, j'allais dire un modèle de société, mais en tout cas un modèle de mobilité qui aille dans ce sens-là. Et ce que j'aime, c'est qu'on n'y voit que des possibles. On voit le champ des possibles et le champ de oui, c'est faisable. Comparé à ce que on entend beaucoup, je trouve, ici, où on a tout le temps des contraintes qui sont amenées. Non, mais je dois amener mes enfants, puis après je dois faire mes courses, et après c'est mon confort, ma voiture, donc je préfère. Et en fait, c'est toujours des contraintes. Je jette pas la pierre, hein, mais on voit beaucoup de contraintes, alors qu'il y a beaucoup de possibilités et d'avantages en fait à se déplacer autrement. Et je conseille vivement ce film pour ça. Ok, merci Sarah. Il nous reste assez peu de temps, du coup je vais vous demander de faire un petit peu plus vite que d'habitude. Est-ce que vous avez une personnalité publique qui vous inspire dans votre quotidien et pourquoi? Moi, j'ai une personnalité publique qui m'inspire beaucoup, c'est François Ruffin. Voilà, il fait partie du parti de la France Insoumise, mais je l'aime pour son engagement, tout simplement, son rapport au peuple, à la société. Il est très proche. Il y a plein de thématiques sur lesquelles il est très engagé, et c'est quelqu'un que je trouve très inspirant. Et alors moi, j'ai envie de dire Élise Lucet, parce que j'aime beaucoup la manière qu'elle a d'appréhender des thématiques qui sont quand même assez énormes. Et l'impact qu'ont ces reportages, c'est assez spectaculaire. Et elle va vraiment dans le détail. Et a une force un peu vive, mais voilà. C'est quelqu'un que je trouve assez inspirant et que j'aime bien sa manière de faire. Et j'aimerais bien pouvoir faire comme elle, des fois, à des moments, être aussi sûr de moi et d'aller... voilà. Non, c'est qu'elle est assez incroyable. Ouais. En tout cas, on la cite beaucoup ici. Ouais. Et vous vous informez sur quel média ?
Alors moi j'aimerais bien être le genre de personne qui se lève à 7h du matin pour lire les journaux un par un, mais malheureusement je ne fais pas ça. Donc je dois dire que c'est pas mal via les réseaux sociaux. Mais du coup c'est vrai que les médias classiques, Le Monde, Les Échos, ce genre de... Voilà. Mediapart aussi, je trouve que c'est un média quand même vraiment pas mal. Et Monsieur Mondialisation, c'est une page que j'aime beaucoup sur Facebook. Voilà, parce qu'elle met en avant plein de thématiques en rapport avec l'environnement et elle sait mettre le doigt sur là où il y a des incohérences notables. Et alors moi, ce serait donc plutôt Arte. J'aime beaucoup les journaux d'Arte, la manière qu'ils ont d'appréhender les sujets. Donc autant reportage que le journal, j'aime beaucoup ça. Et donc Le Monde aussi, mais j'aime beaucoup le podcast du Monde qui je crois que c'est quotidien. Donc c'est l'heure du Monde et ils traitent différents sujets. Ça peut aller du nucléaire jusqu'à, la pédocriminalité dans l'église. Il y a vraiment des sujets divers et c'est vraiment intéressant la manière qu'ils ont d'aborder ces sujets-là. Donc je dirais c'est les 2 principaux canaux que j'ai en ce moment. Ok, merci vous deux. Avant de nous laisser, la dernière question. Si vous deviez donner un conseil sur un sujet environnemental au futur président ou à la future présidente, qu'est-ce que ça serait ? Alors, moi, je vais faire une réponse un peu indirecte. Je lui donnerai pas de conseils sur l'environnement parce que c'est impossible d'en donner un trop facilement comme ça. Je lui dirais plutôt il faut vraiment revoir le système démocratique qui permettrait de pouvoir avancer sur les questions de l'environnement. Justement, de vraiment sortir de ce régime présidentiel presque monarchique et d'inclure beaucoup plus les citoyens. C'est vraiment ça que je dirais. Le système démocratique, il faut vraiment travailler dessus. Très bon conseil. Je suis complètement d'accord avec toi, Romain. Moi, j'ai un exemple un peu plus précis parce que c'est un modèle qui me plaît beaucoup. C'est sur les lignes de transport ferroviaire. Moi, je rêverais d'un pays où on a plein de lignes de train pour nous amener partout, des petites lignes qui permettraient de désenclaver les territoires ruraux, d'avoir des trains de nuit, voilà. Il y a quelques pays comme ça qui ont beaucoup plus, l'Allemagne, la Suisse, etc. Et je trouve que ça serait un beau modèle. Ouais. Quand on voit la carte ferroviaire qu'il y avait avant en France, c'était complètement hallucinant. Ça fait un peu peur même. Donc j'espère qu'on arrivera là. On y arrivera. Merci à vous deux, vraiment. C'était vraiment beaucoup trop bien de partager ce moment avec vous. C'était un plaisir en tout cas de vous recevoir pour parler du lien étroit entre la pollution de l'air et la mobilité. Certes, le rôle de l'État est indispensable pour conduire à bien l'évolution de nos moyens de nous déplacer dans nos villes et améliorer la qualité de notre air, mais individuellement, nous pouvons agir et on peut changer nos habitudes. En tout cas, on doit changer nos habitudes. Il y a le covoiturage, il y a le vélo, les transports en commun, autant de choses qu'on peut essayer selon nos moyens et nos possibilités. Mais en tout cas, il faut tenter de s'améliorer. J'espère que vous avez passé un super moment avec nous. Au plaisir de vous retrouver sur les ondes de Radio Alliance Plus et Rage avec de nouveaux invités et de nouveaux sujets. Je vous invite aussi à suivre notre page Insta, Facebook pour être plus informé de notre actualité. Il y a les épisodes qui seront toujours disponibles sur le site de Radio Alliance Plus, sur Spotify et Deezer. En tout cas, voilà, merci à vous deux d'être venus. Merci à toi. Merci Et beaucoup. merci à vous les auditeurs. On n'est pas sortis des ronces, mais on peut toujours essayer. Allez, bye.